Ça avait juste aucun sens, là. On pouvait générer, c'était du 50 pour 1, là, les revenus générés par rapport au dollar investi, autant en temps qu'en dollar marketing investi. C'était nos clients, essentiellement, qui faisaient le travail de convaincre les prospects de faire affaire avec nous. Parce que je considère vraiment que les entreprises qui gagnent, c'est celles qui sont capables d'exécuter rapidement. L'intelligence artificielle là, peut jouer sur différents niveaux. On ne peut pas la regarder strictement en silo. Sinon, on fait une grave erreur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle leur valorisation en bourse a chuté de façon très, très importante. Quand on le constate, il est trop tard. Charles Desjardins. Entrepreneur, PDG. expert stratège, mentor et consultant en go-to-market. Ça n'arrive pas par magie de l'hypercroissance. Ça vient par l'ensemble des éléments décortiqués. Une vision claire, un X-Factor. Tu mets tout ça en ligne, tu as une entreprise qui génère de l'hypercroissance. Il reste quoi? Pour aller chercher des nouveaux clients? Je connais très, très peu d'organisations B2B qui ont une réelle compréhension fine de leurs clients au niveau 360 degrés, qui maîtrisent réellement l'ensemble des interactions avec leurs clients sur l'ensemble des canaux. Puis encore là, les entreprises qui réussissent à le faire, c'est les autres qui génèrent de l'hypercroissance. Ces entreprises-là, il n'y a pas d'autre façon de le faire, là. Ça n'arrive pas par magie de l'hypercroissance. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le marketing B2B? Ça va tellement vite que les entreprises ont peur de mal commettre leur investissement. Il y a une forme de paralysie jusqu'à un certain point. Puis ça, c'est vrai pour toutes les technologies d'intelligence artificielle où ça va tellement vite. Il y a tellement de nouvelles technologies qu'il y a une notion de fear of missing inversée. Ça, c'est une erreur que les entreprises font énormément. Que les entreprises qui gagnent, c'est celles qui sont capables d'exécuter rapidement. C'est quoi l'erreur la plus coûteuse que tu vois en marketing B2B? L'erreur la plus coûteuse que je vois, c'est que... Charles Desjardins. Salut Bernard. Charles, si quelqu'un a seulement le temps d'écouter ta première réponse, ça devrait être quoi la priorité marketing d'à peu près toute organisation 2026-2027? Là? Écoute, de ce que j'observe là, sur le terrain, la priorité marketing, ce serait de d'abord et avant tout s'assurer, d'un point de vue B2B, que notre message et notre stratégie est connectée réellement avec les besoins et les intérêts de nos clients. Ça paraît peut-être extrêmement banal, ce que je dis là, mais souvent dans les opérations d'une business, il vient un disconnect entre la force de vente, entre le positionnement de marché de l'organisation, entre les stratégies que la business d'un point de vue exécutif elle a, de reconnecter l'ensemble de ces éléments-là puis de s'assurer qu'on est vraiment on par avec ce que notre marché recherche, puis d'aligner l'ensemble de nos efforts par rapport à ça. Ça devrait être priorité de toute organisation et de façon continue. Comment tu fais pour savoir que tu as la déconnexion? C'est quoi un signe ou un symptôme de déconnexion? Bien, c'est sûr que, moi, j'encourage toujours les exécutifs d'entreprise à rester connectés sur le terrain. Donc, il y a une partie de ça que tu vas être capable de collecter en étant littéralement sur le terrain, à rencontrer des clients, à rencontrer des prospects, en travaillant avec ta force de vente, littéralement dans des meetings clients. Sinon, bien entendu, tu as toutes les mesures de performance que tu dois établir, tous tes dashboards de performance de vente. Et puis, tu vois essentiellement dans tes mesures de rétention de clients, dans tes mesures de croissance de vente, dans ton taux de closing, dans toutes tes différentes mesures, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es on par ou pas par rapport à ton marché. Il faut être capable de le reconnaître rapidement. Donc, tu as la donnée qui va te donner un signal, mais ensuite de ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne prise d'information terrestre pour être capable de confirmer ces hypothèses. Faut que genre quoi, d'aller rencontrer directement, d'aller jaser avec les clients de manière absolument. Informelle? Pour moi, c'est extrêmement important de participer même à des pitchs avec des clients, aller marcher les planchers dans des événements, être capable de parler aux partenaires, donc d'être vraiment sur le terrain pour aller collecter de l'information, je dirais, de premier rang. Ça m'a permis, moi, personnellement, d'être capable d'aligner la stratégie de l'organisation puis être capable de bien comprendre où est-ce qu'on devait aller. Sans avoir fait ça, sans avoir participé, lu des appels d'offres, participé avec la force de vente, l'équipe sur le terrain, j'aurais été probablement déconnecté, pas en mesure d'aussi bien aligner la business dans son futur. Donc, je pense que toute organisation B2B, le président ou même la haute direction devrait, à un certain moment donné, être sur le terrain pour être capable de comprendre ce qui se passe. Puis ça va énormément nourrir la stratégie d'entreprise, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quoi l'erreur la plus coûteuse que tu vois en marketing B2B?
L'erreur la plus coûteuse que je vois, c'est que certaines entreprises pensent à leurs produits, à leurs services, alors qu'ils devraient plutôt penser aux besoins, aux intérêts de leurs clients. Donc, souvent, les entreprises vont tomber un petit peu dans leur tour d'ivoire, vont penser à pousser certains produits et services, mais ils vont oublier de le connecter par rapport littéralement à la clientèle. Ça pourrait être très, très basique ce que je dis là, mais, ça a l'air, mais c'est une erreur qui est assez commune. Fait que, t'as-tu un exemple qui te vient à l'esprit de quelque chose qui était flagrant dans le passé récent? Juste... Ben, je veux dire, c'est des micro-détails, là, mais comme je l'ai expliqué, une organisation qui va essayer de pousser un service ou une communication ou un angle d'attaque au marché et qui ne commencera pas par connecter ça par rapport aux besoins d'affaires et aux irritants et qu'est-ce que les entreprises recherchent à solutionner, donc tes clients, c'est quelque chose que j'observe quasiment quotidiennement, là. Donc, c'est une erreur assez classique. Puis c'est même au niveau des forces de vente sur le terrain. Souvent, on va avoir une force de vente qui va tenter de pousser un produit plutôt que de commencer par le besoin du client. Donc l'art de vendre, c'est essentiellement l'art d'être capable de comprendre le besoin d'un client, de tourner la conversation dans ce que j'appelle consulting driven, donc amener du conseil au client, très généreux dans son apport et trouver une façon, de façon quasiment pernicieuse, de positionner ses produits et services à l'intérieur de cette conversation-là, qui, elle, se veut une conversation cherchant à solutionner des problèmes d'affaires. Si on est capable de connecter nos produits et services avec des problèmes d'affaires réellement vécus par nos clients ou par nos cibles, ben essentiellement, on passe un petit peu à côté de la traque. Un peu comme on dit dans le temps, là, la solution, c'est le problème. Exact. C'est tout simplement focus là-dessus. Puis juste comme ça, pour les gens qui n'ont pas le luxe de te connaître, qu'est-ce qui te qualifie pour parler de marketing B2B? J'ai eu la chance de développer avec des associés puis avec un groupe extraordinaire là, de collègues, une entreprise qui s'appelait Absolunet à l'époque en technologie de l'information / e-commerce. Et puis, on avait réussi à travers différentes stratégies B2B, bien entendu, parce que notre job, c'était de vendre des services à d'autres entreprises, à générer une croissance au-dessus de même 35 % sur un horizon de 8 ans, avant éventuellement là, de vendre l'entreprise. Donc, j'ai fait partie avec mes collègues, bien entendu, de toutes les batailles qui nous ont permis de livrer cette performance-là en allant du positionnement de marché, de la force de vente, des actions marketing innovantes qu'on a mis en place pour aller chercher, pour aller communiquer avec nos cibles. Puis, pour revenir à ce que je disais tantôt, dans nos stratégies, bien, on a bien entendu essayé de se positionner comme étant ce qu'on appelle en anglais des trusted advisors. Donc, on essaie de se positionner comme étant des consultants d'abord et avant tout. Être très généreux dans la valeur qu'on donnait auprès de nos publics cibles. Puis éventuellement, bien, ça nous a aidé dans notre positionnement, puis ça nous a permis de closer des ventes et puis d'être capable de croître de façon soutenue pendant plusieurs années. On peut juste s'assurer que ça soit clair, là, la différence entre les ventes, le marketing et la publicité. Mm-hmm. Surtout les deux. Comment toi, tu mets tout ça dans les boîtes? Comment tu simplifies ces trois? Oui, bien en fait, le marketing, c'est essentiellement la compréhension de son marché, puis le positionnement qu'on a à l'intérieur de ce marché-là en tant qu'organisation. Donc, ça vient de points de données, ça vient de stratégie de positionnement, ça vient d'un paquet d'éléments. Les ventes, eh bien, c'est l'art essentiellement de prendre ce positionnement-là puis de le convertir dans des revenus. Et puis, il y a des vases communicantes entre les deux, comme je l'ai expliqué un petit peu précédemment. Donc, les gens qui sont sur le terrain sont en mesure de donner des informations qui peuvent influencer l'aspect marketing. Et puis bien, essentiellement, la publicité, c'est la communication, c'est l'art d'exposer notre message, notre positionnement à travers différents canaux de communication. Donc, c'est essentiellement ça, la publicité. Tu parlais du go-to-market, la stratégie go-to-market. Mm-hmm. Puis, quand on parle de marketing B2B, des choses que j'entends souvent puis que j'ai l'impression que le monde se dise qu'il existe une formule secrète, magique et standard pour ça. Là, on entend un plan de communication. On entend une stratégie marketing et puis on entend aussi des fois une stratégie go-to-market quand c'est un petit peu plus avancé de ce côté-là. Mm-hmm. Ça a été mon expérience que s'il n'y a pas de formule unanime avec tout ça, fait qu'est-ce qu'on devrait
retrouver dans n'importe quelle stratégie go-to-market et stratégie marketing, si tu veux que ça soit plus large là, pour le B2B. C'est quoi les must-have là-dedans? Là? Mais avant même de définir les must-have, je pense qu'il faut partir sur la base qui est celle de dire est-ce qu'on a une compréhension fine des segments de clients à qui on parle, puis est-ce qu'on comprend comment que eux se qualifient. Donc, souvent, par exemple, je vais entendre quelqu'un dire, moi, mes clients, c'est des manufacturiers. OK. Est-ce que tu penses vraiment qu'un manufacturier, par exemple, d'accessoires de cuisine va se considérer similaire à un manufacturier qui fait des pièces électroniques? Je veux dire, les deux vont se qualifier de façon complètement différente. Donc être capable de maîtriser c'est qui vraiment nos publics cibles. Puis ensuite de ça, comment est-ce que notre offre correspond aux préoccupations, aux défis, aux ambitions, aux contraintes de ces différents types de clients-là. Une fois qu'on réussit à reconnecter ces éléments-là ensemble, là, on va être capable de décliner une stratégie go-to-market qui va faire du sens. Ça va souvent passer par des stratégies de contenu. Ça va souvent passer par une déclinaison sur différentes plateformes, différents canaux. Et puis, il faut que ça se fasse essentiellement dans un esprit de lead generation, mais également de support à notre force de vente ou à notre force de sollicitation de vente pour qu'ils puissent être en mesure, eux autres, de travailler efficacement puis qu'on soit en mesure de convertir des opportunités en vente. C'est obligatoire, le contenu? Tu disais une stratégie de contenu, c'est-tu inévitable? En 2026, 2027, pour les prochaines années? Là. Ouais, le contenu, en passant, là, c'est pas nécessairement... On pense souvent du contenu écrit, là, donc... le contenu, c'est beaucoup plus que ça. Hein? C'est de l'audio, c'est du vidéo, c'est de l'imagerie, c'est du contenu rédactionnel. Donc, je dirais que le contenu est inévitable jusqu'à un certain point pour toute entreprise qui veut être performante dans ses actions de marketing puis de vente B2B. C'est pas obligatoire, mais si on veut être performant, on a tout intérêt à être capable de rejoindre notre auditoire, puis ça se fait à travers du contenu. Fait que contenu, genre, dans le sens le plus large possible. Même une publicité qu'on a vue il y a 30 ans, qu'on se rappelle, là, le compagnie de déménagement, qu'on peut chanter son numéro de téléphone, par exemple. Là. Exactement. Fait qu'un jingle serait du contenu. Puis tu sais, souvent, puis là, on en a parlé souvent, Bernard, toi et moi, il faut pas surestimer le niveau de lecture des gens. Là. Donc, souvent, les gens ne liront pas tant que ça. Et souvent, même une pièce de contenu qui est très élaborée va servir plus à positionner sa marque ou son entreprise comme une autorité sur le sujet que ne faut pas penser que la personne va lire de bout en bout un document qu'on va avoir fait. Toi, tu lis pas ça, des white papers de A à Z, de la page 1 à la page 28? Écoute, techniquement, je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais regarder le document, je vais aller chercher un élément perceptuel, je vais l'ouvrir, je vais le parcourir en billet, puis je vais dire, ces gens-là sont sérieux, et puis je vais passer à un autre appel. Donc, essentiellement, c'est ça que les gens font au quotidien. Il y en a quelques-uns qui vont bien entendu lire ça de fond en comble, mais c'est vraiment pas la majorité. Donc, il faut être conscient de ça, puis qu'est-ce que ça sert, puis qu'est-ce que ça supporte, essentiellement. Puis, il faut être conscient aussi que les gens, puis c'est vrai dans le B2B comme dans le B2C, ont un attention span qui est microscopique. Donc, on est constamment bombardé d'informations, puis on va chercher des petits bribes d'informations à droite et à gauche, puis éventuellement, c'est ce qui vient influencer notre perception. Donc, quand on parlait de marketing, mais comment est-ce qu'on peut, en tant qu'organisation B2B, aller positionner des messages et des contenus sur plusieurs canaux en simultané pour que les gens puissent aller prendre des bribes à droite et à gauche et qu'on puisse commencer à influencer leur perception par rapport à notre organisation? Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, moi, je suis comme ça. Je suis sûr que tu es comme ça. La majorité des gens sont comme ça. On voit des informations circuler, on prend des bribes à droite et à gauche, puis on se forge d'une opinion. Ouais. Donc, ou à tout le moins, on le fait de façon inconsciente. Je lisais l'autre jour, on est rendu à quelque part entre 7 et 14 000, on va appeler ça messages par jour. Oui. Tu aurais des publicités, des choses comme ça. Là, c'est... On parlait tantôt d'erreurs ou de choses qu'on voit souvent à marketing B2B. Bien, souvent, je vais voir des organisations qui vont mettre des efforts strictement sur un seul canal de communication. Et puis là, ils vont se surprendre de la sous-performance et de la sous-efficacité de cette initiative-là. Si tu n'as pas de points de contact multiples, si tu ne vas pas frapper ton prospect en utilisant plein de canaux en simultané, nécessairement, tu n'auras pas un impact qui est fort. Donc,
Tu ne peux pas demander à un Business Development Representative, un BDR, par exemple, de faire des appels ou de solliciter des gens à travers LinkedIn pour être capable de booker des meetings puis penser que ça va être efficace si le prospect n'a pas vu une publication à droite, n'a pas vu un message à gauche, n'a pas vu une publicité, n'a pas vu l'entreprise dans un événement qui a marché sur le plancher, ainsi de suite. Donc, c'est la somme des points d'interaction ou de l'exposition à la marque qui va permettre d'avoir un meilleur impact sur les actions qu'on va accomplir. On ne peut pas le regarder strictement en silo. Sinon, on fait une grave erreur. Il y en a qui me disent que le cold call est mort. Écoute, le cold call n'est pas fort parce que je pense que tous les appels de fraude que les gens reçoivent ou l'ultra-sollicitation fait en sorte que les gens ne sont vraiment pas très réceptifs à ça, tout à fait. Donc, là-dessus, le cold call n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Ça, c'est clair. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il va vivre comme il a déjà vécu. Exact. Dans un monde où le cold call est mourant, souffrant ou... c'est quoi un mot? Dans un monde où le cold call est gériatrique. Ouais, c'est un bon mot, ça, j'aime ça. Hein? Oui. Il reste quoi? Pour aller chercher des nouveaux clients. Mm-hmm. On parlait tantôt pas de la scission, mais plus du lien entre les ventes, marketing, publicité. On fait quoi dans un écosystème pour pas être non plus agent immobilier et juste attendre que le téléphone sonne? En tout respect, là, je sais qu'il y en a qui travaillent très fort, mais il y en a que c'est juste, bon, on a mis un listing puis on attend que ça sonne. En fait, c'est la combinaison des efforts, oui, qu'on peut voir faire. Il y a une notion de sollicitation, là, ça fait partie quand même de l'équation, mais il faut que ça soit fait avec ce que j'appelle moi un go-to-market motion qui va permettre essentiellement là, d'établir des réels contacts avec son public cible, d'affirmer son positionnement puis de générer des opportunités. Donc, il faut faire une espèce de travail d'analyse puis de découper ça pour augmenter son niveau de pertinence. Donc, souvent, ça va passer non seulement, par exemple, par un découpage industriel. Donc, je vends des services à plusieurs industries. Je peux vendre des services au domaine, par exemple, des pièces automobiles. On va donner l'exemple du HVAC. Hein, c'est un sujet qu'on avait travaillé à l'époque. Donc, le bon vieux... Le domaine de chauffage, ventilation, air climatisé. Exactement. Donc, pensons à ça, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un micro-découpage d'industrie. Donc, les gens qui sont dans cette industrie-là, ils vont être généralement des distributeurs de pièces puis d'équipements. Et puis, ils vont avoir des besoins extrêmement communs avec toute forme de distributeurs, sauf qu'ils vont se considérer comme étant des spécialistes du HVAC. Donc, parle-leur pas qu'ils sont des distributeurs et ça leur parle pas. Tu leur parles que c'est des distributeurs de pièces d'HVAC. Là, tout d'un coup, ça fait du sens. Parfait. Maintenant, ces entreprises-là, ils ont des dynamiques dans le macroéconomique qui viennent les influencer. OK? Là, je ne suis pas nécessairement près de cette industrie-là, mais je suis convaincu qu'actuellement, par exemple, les mouvements au niveau des douaniers, ça doit les affecter par rapport à leur approvisionnement. Il doit y avoir des nouvelles technologies qui émergent là, avec notamment là, toutes les technologies sans fil, et tout ce qui est domotique. Donc, il doit y avoir des... Alors, les smart homes, ça doit bouger énormément. Chauffage, pas chauffage, mais... Tout ce qui est le changement climatique, ça doit aussi avoir une grosse incidence sur ces machines. Là, absolument. Donc, bref, il y a des enjeux d'affaires qui sont présents dans ces organisations-là. En tant que business en B2B qui vend des produits et services à ces types d'organisations-là, mais comment est-ce que nos produits et services se positionnent par rapport à ce niveau de transformation-là? Donc, ça, c'est le premier élément qu'il faut réfléchir. Okay? Après ça, comment est-ce que ça peut se décliner dans une stratégie de contenu, dans des communications, que ce soit podcast, que ce soit livre blanc, que ce soit ainsi de suite. Est-ce qu'après ça, ces gens-là se rassemblent dans des événements spécifiques à leur industrie? Comment est-ce que je peux, en tant qu'organisation, prendre part à ces événements-là? Est-ce que je peux contribuer au contenu? Est-ce que je peux positionner un subject matter expert par rapport à cette industrie-là et le produit et service que je vends? Donc, il faut le voir dans un tout. Et puis là, on attaque ce marché-là. C'est ce que j'appelle un go-to-market motion. OK? Puis aujourd'hui, là, avec LinkedIn, avec les médias sociaux, on est capable d'aller rejoindre ces publics-là. On est capable de les segmenter, de les identifier, d'aller les rejoindre. En plus ce qu'on appelle l'environnement trade, là, donc les associations, des fois, il y a encore des médias qui existent qui sont spécifiques à certaines industries. Donc, on prend un tout et puis on attaque ce marché-là de façon cohérente. Et puis après ça, on ramasse le fruit de nos efforts.
Une fois qu'on a fait ce travail-là, ben, on pense à une autre industrie potentiellement. Donc, encore là, ça varie d'une entreprise B2B à l'autre. Là, il y en a ce que je donne comme exemple n'est pas nécessairement applicable, mais le schème de pensée de découper ses clientèles en micro-segments, puis être capable d'être vraiment personnalisé dans notre approche, d'être très consulting-driven, d'être très pertinent, ça nous aide à avoir beaucoup plus d'impact puis à nourrir notre force de vente qui, par la suite, peut récolter les fruits de ces efforts-là. Donc, on l'avait fait à l'époque, si tu te rappelles, chez Absolunet, je veux dire, on avait identifié des industries, des segments. On était très, très secteur. Puis très mécanique. Ouais. On en attaquait 2 à 3 par année. On avait lancé une série d'événements, tu te rappelles, dans des géographies données. Ouais. On faisait travailler notre réseau de partenaires aussi en co-marketing pour être capable de fournir des ressources, mais également de multiplier la force de sollicitation pour ramener des gens à participer à nos événements. Ouais, c'est vrai. On a eu des événements là, au-dessus de 100 participants qui sont venus. Tout le monde pinchait, mettait de l'argent dans le pot pour être capable d'offrir une expérience extraordinaire. Puis, sans donner des secrets sur ce que ça a généré comme résultat, je veux dire, les ratios de revenus générés par rapport aux dollars investis qu'on avait à l'époque, ça n'avait juste aucun sens, là. On pouvait générer... C'était du 50 pour 1, là, les revenus générés par rapport aux dollars investis, autant en temps qu'en dollars marketing investis pour ces événements-là. Donc, ça fonctionnait. Fonctionnait. C'était hautement pertinent. Et je pense qu'on positionnait ça, c'était intime et intelligent, c'est-à-dire que ça nous permettait, tu sais, t'emmènes des prospects ensemble, puis des gens, puis comme, bon, mais c'est quoi les problèmes? C'est quoi vos problèmes? C'est quoi la situation? Oui. Comment est-ce que vous avez réglé ça? C'était vraiment... Dans l'art de vendre en B2B, il faut comprendre qu'on a des clients qui sont des raving fans, puis que ces clients-là, sans leur demander, peuvent éventuellement vendre pour toi. Donc, encore là, si on retourne encore dans la formule qu'on faisait à l'époque. Si tu te rappelles, Bernard, la clé là-dedans, puis j'insistais énormément là-dessus, il fallait qu'il y ait un ratio client-prospect quand on faisait ces événements-là. Ce que moi, je ciblais, c'était un 30 client existant, 70 prospect ou un 40-60. C'était la cible. Et puis, on n'était même pas en mode vente dans ces événements-là. On était en mode relation, on était en mode... On livrait du contenu de grande qualité en ayant des conférenciers qui étaient très solides. Et puis, après, c'était nos clients essentiellement qui faisaient le travail de convaincre les prospects de faire affaire avec nous, là. Donc, c'était une dynamique extrêmement intéressante. Et puis, c'est vrai encore aujourd'hui, là. Donc, si on est capable de mettre en communication des clients existants avec des prospects dans une formule qui est ouverte, qui est généreuse, ainsi de suite, on peut être surpris des résultats que ça génère. Tu parles d'événementiel puis de contact humain. Penses-tu que ça ou plutôt, comment tu trouves que ça vit dans un contexte où on est beaucoup sur des Zooms, sur du virtuel? C'est quoi la place de l'événementiel en personne aujourd'hui? Écoute, c'est vraiment une bonne question, là. La place événementielle à l'époque, c'était tout, là. Je veux dire, c'était ça. Puis là, on est tombé dans un autre extrême avec la COVID où tout se faisait d'un point de vue virtuel. C'était tellement déprimant. C'était horrible. C'était l'enfer. De quoi déprimer, de quoi faire un burn-out, hein, comme on disait. Puis... je te dirais que là, actuellement, on est revenu à quelque part entre les deux, là. Donc, c'est sûr que les Teams, les Zooms ont une place à jouer, mais le niveau d'engagement, l'efficacité de ces mesures-là est généralement pas très, très élevé. Et puis, les gens ont besoin de socialiser, sont contents de sortir, d'aller rencontrer du monde. Si on peut... et puis ça, il faut le comprendre parce que essentiellement, si on est capable d'offrir une expérience à nos clients, prospects, qui est excitante, qui souvent n'a même pas rapport avec nos produits et services, là, on leur donne une occasion de socialiser puis de vivre une expérience quelconque. On est présent avec eux autres. Éventuellement, va en découler une confiance, va en découler une relation d'affaires, puis va potentiellement en découler des ventes. Donc, c'est une très bonne stratégie en général.
d'aller vers de l'événementiel, d'aller vers de l'expérientiel, et puis d'essayer de travailler à bâtir des relations. Puis comme j'ai dit tantôt, l'idéal, c'est si on peut avoir à la fois des clients et des prospects dans une salle unifiée, on réussit à avoir un impact beaucoup plus grand. Mais encore là, il n'est même pas question de vendre. Ça, c'est une erreur que les entreprises font énormément, c'est qu'ils ressentent le besoin de constamment pousser pour vendre un produit et service, alors qu'on est des humains, on est des bébites de socialisation. Les gens vont faire affaire avec des gens envers qui ils ont confiance. Puis c'est pas en se faisant constamment pousser dans la gorge des services ou des produits qu'on gagne confiance envers les gens. C'est en bâtissant une relation, en connaissant intimement cette personne-là, en sachant que si jamais il arrive quelque chose, on peut prendre le téléphone puis appeler la personne, puis cette personne-là va être là pour nous, qu'on gagne confiance et qu'on est capable ensuite de ça de faire affaire avec ces gens-là. Donc, ne pas tomber dans le panneau de constamment être en mode vente. On est en mode séduction. On est en mode écoute. On est en mode... et ça, c'est extrêmement important. Tu parles du Teams, tu parles des Zooms, tu parles en parallèle de l'importance d'être en personne, tu sais, du lien de confiance puis d'être informatif là-dessus. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le marketing B2B avec ce que tu viens d'expliquer, que c'est humain, que c'est relationnel? Je pense que tu viens de le dire le plus. Puis, on s'entend, la plupart des outils qu'on voit aujourd'hui poussent beaucoup leur stack d'intelligence artificielle, la capacité, où il y a des gens qui en ressentent une peur. Toi, tu le vois comment, là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans le marketing B2B? C'est que, tu sais, où est-ce qu'on peut le leverage, puis où est-ce que ça devrait être mis de côté pour l'instant? C'est vraiment une excellente question. Là. Pour moi, l'intelligence artificielle peut jouer sur différents niveaux. Tu sais, il y a l'utilisation individuelle que les gens ont. Là, donc, ton vendeur qui utilise ChatGPT ou Claude pour être capable de rédiger ses courriels. Le deuxième niveau, c'est l'ensemble des plateformes qu'on a déjà dans notre écosystème MarTech, le MarTech Stack, qui elles-mêmes proposent des fonctions d'intelligence artificielle à l'intérieur de la plateforme. Et puis, en troisième lieu, je dirais, il y a des technologies émergentes qui sont game changers dans la façon à laquelle on opère notre marketing pour aller chercher plus de performance, d'efficacité dans la production, une meilleure intelligence d'affaires, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour moi 3 buckets. Le premier bucket, au niveau de l'utilisation de nos gens, il faut coacher puis que nos gens comprennent que la personne qui reçoit un message qui est écrit par l'intelligence artificielle, elle n'est pas dupe. Et puis, on le sait que quand on lit un message, que ça ne vient pas de la personne. Donc, c'est correct de l'utiliser pour revoir certaines choses, pour corriger même à la limite que l'engin apprenne de notre structure rédactionnelle, de notre style rédactionnel, ainsi de suite, pour nous permettre d'accélérer tout en gardant une tonalité qui nous est unique. Mais il faut se relire. Ça sonne comme un robot. Faut Moi, quand je les reçois, là, c'est la Non. même chose en tout respect pour tout le monde qui poste Exact. sur LinkedIn. Là. Ah, Wow! Tu sais, C'est ça. je pense qu'il y a un effritement, là. Fait que toi, tu vas dans le coaching vraiment de dire aux gens, juste utilisez-les comme... Utilisez-le, mais intelligemment. OK. Pas comme étant une fin en soi. Donc, ça, c'est un. Pour ce qui est des outils qu'on a en place dans notre MarTech Stack, ben là, il faut avoir une compréhension fine de ça. Ça, c'est du low-hanging fruit. D'ordre général, à l'intérieur même des licences qu'on a, on bénéficie déjà de ces fonctionnalités-là. Puis des fois, nos équipes sont juste inconscientes de ça. On ne fait même pas l'effort d'aller comprendre qu'est-ce qui est déjà mis à notre disposition. Puis on a tendance à partir sur des grands chantiers de nouvelles plateformes, et ainsi de suite, alors que on a déjà beaucoup qu'on peut faire à partir de là. Donc, par rapport à ça, clairement, c'est une recommandation toute simple, là, c'est prenez le temps de vous arrêter, de faire un assessment de ce qui est disponible dans l'ensemble des plateformes qui sont mises à votre disposition. Que tu payes déjà, là, dans le fond. Que tu payes déjà, puis comment est-ce que vous pouvez l'exploiter de façon intelligente également dans le contexte actuel. Puis il y en a de tout acabit. Hein. Il y en a qui sont là pour aider justement à accélérer la rédaction de contenu, par exemple, au niveau de nos pages web. Ça peut être au niveau de nos engins dans votre courriel, par exemple, des outils d'analyse un peu plus fins sur les segments, et ainsi de suite. Donc, il y a un paquet de choses qu'on est en mesure de faire avec ces outils-là. Donc, prenez-en conscience. Assurez-vous que vos gens connaissent ces éléments-là, que les gens sont formés puis que vous l'exploitez de façon plus structurée. Le troisième volet, qui sont les technologies, je dirais, un peu plus évoluées, il faut comprendre que les technologies d'intelligence artificielle au niveau marketing sont déjà quand même
pas mal mature par rapport à beaucoup d'autres domaines, que ce soit production de contenu, production média, optimisation des campagnes sur les différents canaux. Donc, il y a plein d'éléments là, qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité. Et puis, nécessairement, ça vaut la peine, à un moment donné, de regarder toute l'organisation marketing qu'on a. Puis, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être plus efficace puis de bénéficier de ce genre d'outils-là pour amener notre marketing puis nos efforts de go-to-market à un autre niveau. Donc, ça, c'est vraiment un troisième bucket. Là, pour ce bucket-là, il y a une forme de paralysie jusqu'à un certain point. Là. Puis ça, c'est vrai pour toutes les technologies d'intelligence artificielle où ça va tellement vite. Il y a tellement de nouvelles technologies qu'il y a une notion de fear of missing inversée. Où on C'est-à-dire, tu parles du FOMO, là? C'est-à-dire que ça va tellement vite que les CTO, les CIO ont peur d'opter pour une technologie parce qu'ils ont peur qu'il y ait une autre technologie meilleure qui émerge le lendemain. Fait qu'ils ont peur de commettre des investissements dans quelque chose. Même chose qu'on reproche au point de vue dating pour beaucoup des milléniaux et des générations Z. Là, c'est exact. Une peur de l'engagement parce que d'un coup, il y a quelque chose de mieux qui arrive. C'est ça. Là, tu sais, mettons, tu as une business qui va s'être là, je vais dire de quoi de très, très haut niveau pour le public en général, là, mais OK, on s'est commis avec ChatGPT parce que c'était the nicest thing on earth, whatever. Puis là, tout d'un coup, on entend Anthropic qui arrive avec Claude, puis là, Claude, c'est le meilleur modèle. Puis là, mais avec Crime, je suis déjà commis dans ChatGPT, j'aurais dû attendre Claude, tu sais. Donc, okay. C'est un peu dans cet état d'esprit-là, tu sais. Donc, à un moment donné, il faut aussi tomber en action puis pas avoir peur de se tromper parce qu'à un moment donné, on a une forme d'inertie, là, mais en bout de ligne, c'est quelque chose qui est tout à fait présent actuellement dans le marché. Puis toi, tu le vois beaucoup dans ton quotidien de conseiller, de PDG ou d'autres directions? Oh, absolument. Absolument. Puis, ton historique, tu étais aussi intégrateur de solutions. Fait que l'intégrateur de solutions en toi, celui qui était comme moi, choisis donc mon chat GPT, choisis donc mon Claude, choisis donc mon... Oui. Insérer toutes les choses. Là. Comment... Je le voyais en passant quand j'étais à la fin chez Valtech là, en tant que vice-président exécutif là, pour tout ce qui est marché retail, CPG, luxury. OK. Donc, on proposait des solutions là, de mise en place de solutions d'intelligence artificielle, structure de données, modèle LLM, et ainsi de suite. Là. Donc, et puis je sentais cette notion de le paralysie, c'est peut-être un grand mot, là, mais une forme un peu d'inertie à wait and see là, ouais. Par rapport à plusieurs technologies. Puis c'est fort compréhensible là, parce que ça va tellement vite que les entreprises ont peur de mal commettre leur investissement dans une direction qui peut devenir caduque assez rapidement. Oui, puis quand tu es plus gros, tu te retournes plus sur un 10 cents. Là, tu fais plus, c'est pas un go-kart que tu fais tourner, c'est un train des fois. Là. Fait que tu te bases sur quoi pour choisir? Parce que j'avais une question sur le stack technologique, mais tu te bases sur quoi pour, à un moment donné, faire un choix? Parce qu'à un moment donné, il faut call la shot, puis juste, ça prend quelque chose. Là, puis si tu laisses les TI décider, ils vont tout te dire Microsoft, là, en tout respect. Là. En tout respect pour Copilot, qui est Microsoft perd des plumes parce que justement, sa plateforme n'est pas nécessairement performante là, par rapport à ce qui se fait ailleurs. J'ai un épisode complet basé sur mon dédain de tout ce qui est Microsoft. On est en même place, Bernard. Donc, Google a peut-être des solutions un peu plus intéressantes en entreprise. Puis ça, c'est une transformation importante dans tout ce qui est l'univers logiciel où en bout de ligne, une entreprise peut adopter un stack technologique précis avec une grande entreprise comme Google, par exemple, puis essentiellement développer l'ensemble des modèles autour, puis développer toutes les solutions qu'ils ont besoin à l'intérieur même de ce modèle-là. Là. Donc, c'est sûr que ça rend toutes les plateformes périphériques un peu caduques. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle actuellement les éditeurs de logiciels, leur valorisation en bourse a chuté de façon très, très importante. C'est qu'avec l'émergence de Claude, avec Anthropic, ben là, le monde dit à quoi va servir la suite logicielle d'Adobe dans la mesure où je vais être en mesure de tout le faire par moi-même en développant sur un outil comme Claude. Là. Donc, c'est un peu une tangente ou une évolution de marché qui est à surveiller. Là. Mais des affaires absolument funky là, qui peuvent se faire là, à cette heure avec ça. Là. J'ai discuté avec un ancien partenaire d'affaires ou quelqu'un que je connais. Puis bon, eux autres, ils ont bâti littéralement un modèle sur Claude où l'ensemble des interactions
de leurs employés avec les clients sont enregistrés en utilisant une plateforme. Là, je ne la nommerai pas pour les fins de l'exercice. Là. Et puis, tout est ramené à l'intérieur du modèle de cloud. Ensuite de ça, leur modèle est connecté également avec le système de tickets interne. Et puis, cette personne-là, à la fin de la semaine, se roule un rapport qui va lui donner un sentiment analysis sur quel client est plus à risque, quel employé est sur le point de potentiellement tomber en burn-out, qui va extraire des demandes de changement, qui va extraire des propositions potentielles avec des nouveaux clients, puis est en mesure d'avoir une vue très, très fine sur ce qui se produit dans son organisation. Donc, bon, il me l'a synthétisé. Là, je ne l'ai pas vu en action, mais philosophiquement, et d'un point de vue technique, ça peut très, très bien fonctionner. Puis, fait qu'imagine à quel point ça peut rendre une organisation hautement plus performante. Et c'est une façon très intelligente d'utiliser ce type d'outil-là. C'est vrai dans l'univers B2B, le across the board, où on peut penser utiliser ce type d'outil-là pour avoir une meilleure connaissance, une meilleure interprétation de l'information, une meilleure identification d'opportunités, puis être capable de convertir ça dans des ventes tangibles. Ça a-tu été ton expérience récente que ça se concrétise parce que c'est des feature sets? On s'entend, t'entends, on peut faire ci, on peut faire ça. Puis là, tu m'en parles, puis je me dis, shit, j'ai des outils que j'ai comme, tu sais, que je suis en train de regarder, puis je me dis, je pense pas qu'ils font ça, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, genre, je le comprends en t'écoutant. Oh, la notion, tu sais, d'inertie ou d'inaction, ou tu sais, de juste, wait and see, comme tu dis. Mais en même temps, c'est... Mais là, l'exemple que je t'ai donné, c'est un exemple d'une agence un peu similaire à ce qui était Absolument à l'époque. Mais chez un de mes clients, dans un tout autre domaine qui ne peut pas être plus B2B industriel que ça, il y a exactement la même logique qui est en train d'être implémentée. Dans ce cas-là, il n'utilise pas Claude, il utilise un autre modèle LLM. Et puis, mais il y a la même logique de prendre les informations des différentes rencontres, de prendre la connaissance. Dans ce cas-là, c'est un métier qui a une forte prépondérance en ingénierie. Là. Donc, prendre la connaissance des ingénieurs puis de transformer ça dans un modèle qui permet d'automatiser puis de rendre plus efficace l'ensemble des livrables qui sont faits pour les clients. Dans ce cas-là, c'est un mix d'ingénierie, de design et de production manufacturière. Okay. Donc, et cette entreprise-là a une vraie vision de dire, ben on va le faire de ça un avantage concurrentiel. Donc, ça prend juste une vision. Après ça, les outils sont là à la disposition. Il s'agit juste des amalgamer, des peaufiner. C'est un peu ça, un modèle. Il faut que le modèle apprenne pour qu'il devienne encore plus pertinent. Ouais, le Benjamin Button, comme j'appelle. Là. C'est un modèle qui se rajeunit perpétuellement ou qui augmente ses compétences. Là. Donc, c'est très, très applicable dans un domaine B2B. Il s'agit juste d'établir une vision, comment est-ce que cette vision-là peut venir affecter notre positionnement puis notre avantage concurrentiel, puis d'avoir une réelle approche pour matérialiser cette vision-là. Donc là, c'est réellement une vision d'investissement. Puis, dans ce sens-là, c'est quoi? Tu dis d'avoir cette vision-là puis de la réaliser comme ça. Là. Fait que, admettons que je suis en train de me dire, tu sais quoi, mon HubSpot ne marche plus ou peu importe là, ce que j'utilise comme CRM. Ou j'arrive au bout, je suis en train de me dire, il est temps de regarder justement pour un CRM, mais est-ce que je veux un CRM? Tout court, là. Oui. Alors qu'on pourrait faire ça, puis on pourrait techniquement en imaginer un avec un LLM, là, un modèle à base de langage. Oui, là, c'est un... Oui, tout à fait. Donc, il y a des questions à ce niveau-là. Encore là, je le répète, c'est la raison pour laquelle les valorisations boursières des sociétés qui font du logiciel ont chuté de façon drastique parce que les marchés s'attendent à ce que les modèles vont être capables de remplacer ces différents outils-là. Là, je dirais, je vais mettre un petit caveat là, par rapport notamment à une plateforme comme HubSpot là, qui demeure une plateforme quand même assez intéressante dans ce sens qu'elle est 100% intégré. Là, entre, la vision d'HubSpot, c'est que tu contrôles l'ensemble de tes canaux puis tu as une vue 360 de ton client across the board. Fait que ton site peut être fait sur HubSpot. Tes publicités peuvent être drivées par HubSpot. Tu peux avoir ton vendeur qui, à même HubSpot, va être en mesure de va pouvoir solliciter des gens sur LinkedIn en utilisant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour automatiser, dans le fond, les messages en fonction des templates prédéfinis. Donc c'est quand même une vision assez élargie. Là.
suis pas prêt à dire que d'un point de vue économique, ça fait du sens aujourd'hui de dire on sac tout ça par la fenêtre. Cette vision-là, moi, j'y adhère, puis je pense que ça peut amener énormément de valeur à une organisation. La preuve, c'est que je connais très, très peu d'organisations B2B qui ont une réelle compréhension fine de leurs clients au niveau 360 degrés, qui maîtrisent réellement l'ensemble des interactions avec leurs clients sur l'ensemble des canaux, qui sont capables d'activer des campagnes intelligentes, qui utilisent une plateforme centralisée pour avoir un pace de sollicitation puis des suivis tight par rapport à leur clientèle puis leurs prospects. Donc, j'en vois très, très peu. Fait que commencer par utiliser une plateforme comme celle-là avant de penser à en inventer un autre. Mettons que je suis dans cette situation-là. Puis on dit B2B, c'est l'autre. J'avais une discussion un moment avec quelqu'un, puis elle m'expliquait un peu ce que faisait leur business. Je suis comme, OK, fait que c'est plus dans un scope B2B, puis elle dit, c'est juste vous autres qui dites ça, B2B. Nous autres, on est juste en business. Puis je trouvais intéressant que même le mot l'intéressait pas. Ouais. Puis il était quand même assez avancé là, dans leur façon. Mais bref, tout ça pour dire, mettons que je me reconnais dans tout ce que tu viens de dire. Ouais. Je suis comme, tu viens de dire toutes les choses que ça fait pas. Je suis comme, shit, nous autres aussi, on fait pas ça, puis je veux faire ça. Ouais. Et puis, je suis pas pris avec un logiciel que j'ai déjà investi beaucoup. Tu sais, genre, j'ai une carte blanche, là. Ouais. Puis, bien que la réponse par défaut soit, tu sais, je fais quoi avec ça? Je commence où? Ou quel mindset est-ce que je prends pour ça? La première réponse devrait être, j'appelle Charles Desjardins, consultant, sure, mais comme, tu sais, je commence où? Disons que j'ai un blank slate, là, où que je me dis, tout ça me parle, je veux tout ça, je fais rien de ça. On est rendu là. Ouais. Mais là, tu as dit quelque chose d'intéressant par rapport à dire, ben là, j'ai investi une tonne d'argent dans telle affaire, puis je suis très avancé en là, il faut faire une distinction entre le passé et le futur, là. Donc, c'est malheureusement pas rare que avec l'émergence des technologies actuelles, puis il y a énormément de technologies lightweight, extrêmement flexibles, qui peuvent te permettre d'aller extrêmement vite même dans des migrations, puis qui vont donner une agilité beaucoup plus grande, puis qui vont être beaucoup plus cost-effectives dans le temps. Cost-effective en étant au niveau de la maximisation de tes opérations, au niveau des coûts de facture, tout intégré ensemble. Fait qu'il faut faire attention à dire, ben là, je suis commis là-dedans, parce qu'éventuellement, ça peut t'amener à ta perte si tu restes trop attaché par rapport à ton vieux stack technologique. Puis ça, les dirigeants d'entreprise, il faut qu'ils fassent attention aussi, parce que généralement, le département des TI ou le CIO ou le VPTI n'aura pas intérêt à ramener vers des technologies agiles nécessairement, parce que souvent, son contrôle est fonction des technologies que lui seul connaît. Donc, il y a une forme de résistance qui peut émaner des organisations reliées à des enjeux politiques de cette nature-là. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est assez fréquent que ça arrive. Je comprends aussi l'enjeu. Tu sais, le pitch des TI, c'est oui, mais la cybersécurité. Ouais. Et puis tu parles de contrôle de ce côté-là, puis il y a quand même cet enjeu-là. Là. C'est ça. Bon, pour répondre à ta question plus précisément, là, donc, probablement le B2B, c'est quoi? T'sais? Dans le fond, le B2B, c'est du B2C avec un layer de complexité un peu plus important. La preuve, c'est que, d'un point de vue technique, là, c'est quoi la différence entre un CDP et un CRM? Tu sais, je veux dire, un Customer Data Platform puis un Customer Relationship Management Platform. Essentiellement, c'est la même maudite affaire. C'est juste que le CRM, tu as des one-to-many relationships. Fait que tu as une entreprise avec plusieurs individus. Puis dans un CDP, ben, tu as des individus. Essentiellement, là. Mais ultimement, la personne qui consomme en B2B ou en B2C, c'est un humain qui a 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, du moins j'espère, et puis un nez et une bouche. Okay? Donc, ils ont les mêmes aspirations. Il n'y a personne qui a envie d'être endormi, puis qui n'a pas envie d'être diverti, qui n'a pas envie de rire, tout le monde a envie d'avoir du plaisir dans la vie. Okay? Ouais. Donc, souvent, les entreprises qui vont vendre à d'autres entreprises vont avoir une tendance d'avoir une approche trop sérieuse, trop endormante, trop Bob Brun, entre guillemets. On est sérieux, on est business, on est... Exactement. Donc, c'est une opportunité assez souvent de dire, ben, adoptons une approche inspirée beaucoup plus du B2C pour avoir être plus inspirant, essentiellement, à la limite d'être plus divertissant. Donc ça, c'est pour la distinction entre le B2B et le B2C. Maintenant, il faut partir sur la base. La base étant, c'est quoi mon marché? C'est quoi mon positionnement? C'est quoi les go-to-market motion que je peux mettre de l'avant? Une fois que tu as défini ça, là, tu regardes les outils que tu as. Est-ce que
ce que j'ai comme stack technologique? Est-ce que ce que j'ai comme personnel? Est-ce que ce que j'ai comme organisationnel me permet de livrer puis d'être performant par rapport à mes ambitions commerciales? Là, on se pose la question. Mais il faut commencer d'abord par comprendre où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire, puis après ça, on regarde l'aspect plus ce que j'appelle le foundation, là, donc la fondation organisationnelle, ce qui est capable de suivre par rapport à ce qu'on veut accomplir. Donc, tu sais, pour moi, c'est un one-two punch. Là. OK. Puis, en passant, il y a beaucoup d'organisations qui font l'erreur de vouloir changer leur stack technologique, OK, juste parce qu'ils voient des nouvelles technologies, mais sans faire le travail fondamental de dire à quoi ça va servir. Comment est-ce que ça va nourrir ma stratégie, mon positionnement, ma vision. Donc, il faut toujours partir de cet élément-là. OK. Fait que ce serait quoi des questions de qualité que les gens pourraient se poser pour être sûr de ne pas tomber dans le piège? Bien, généralement, il faut... Tu sais, c'est une question toute simple qu'on peut se poser en tant qu'entreprise. C'est quoi ton X-factor? Tu sais, donc, ça vient là, de la technologie pas la technologie, mais la méthodologie de Vern Harnish, là, si tu te rappelles Scaling Up, là, notamment, là, c'est quoi le X-factor de notre business? On est-tu un MeToo business ou on a de quoi vraiment de différent? Donc, clarifier ça. Après ça, s'assurer, est-ce que toute la business across the board le comprend? C'est quoi mon X-factor? Encore là, super banal, là. Mais rencontre n'importe qui travaille pour une business, là, puis accroche-les, là, puis dis « Hey, tu travailles pour qui? » Il va dire « Je travaille pour telle business. » Ah, OK. C'est quoi le X-factor de la business pour laquelle tu travailles? Il va dire « Qu'est-ce que tu veux dire, X-factor? » Ben, c'est quoi qui fait que votre business est vraiment, vraiment différente des autres? Qu'est-ce qui fait là, que les gens viennent chez vous plutôt que d'aller ailleurs? Puis tu serais vraiment surpris à quel point souvent tu n'auras pas de réponse. La personne, elle va réfléchir, elle va se tourner les yeux, ainsi de suite. C'est pas normal, là. C'est pas normal. Parce qu'en bout de ligne, si tu définis ton X-Factor qui est clair, qui est affirmé, puis que tu le fais comprendre à toute ta business, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va s'aligner derrière cette vision-là. Tout le monde va s'aligner derrière ce X-Factor-là, va s'assurer qu'à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce positionnement-là soit affirmé et vécu par les clients. OK? Puis ça peut influencer le design de produit, ça peut influencer le niveau de service, ça peut influencer un paquet de bébelles. Mais extrêmement important. Donc ça, c'est la base. Est-ce que tout le monde a un X-Factor? Est-ce que toute entreprise en a réellement un? Bien, il faut que toute entreprise en ait un. Est-ce qu'ils sont tous wow à se garrocher en bas d'un pont tellement qu'on est impressionné? Non. Ça t'arrive souvent? Te garrocher en bas d'un pont quand t'es impressionné? T'es juste comme OMG! Oh! Tu comprends ce que je veux dire, Bernard? Mais donc, c'est pas tous les business qui vont en avoir un qui va être comme extraordinaire, mais il faut qu'il y ait de quoi. Il faut qu'il y ait de quoi. Parce qu'en bout de ligne, on parlait des vendeurs tantôt, on parlait du marketing, on parlait de la publicité. Je veux dire, à quoi ça sert tout ça si on n'est pas capable d'avoir un positionnement qui est affirmé avec un élément distinctif? C'est ce qui va nous permettre ultimement de vendre. C'est ce qui va nous permettre d'affirmer des publicités qui vont nourrir un message, qui vont renforcer un positionnement. Donc, il faut partir de là. Mais comme je dis, c'est très basic, mais c'est surprenant à quel point c'est pas nécessairement partout compris, partout communiqué. Souvent, c'est dans la tête du CEO de la compagnie. OK. Dans sa tête, lui, là, il y a un X-Factor, là, il est dans sa tête, mais le reste de l'organisation ne comprend pas nécessairement. Ou a une vague idée que, ainsi de suite. Donc, clarifiez ça, expliquez-le, allez jusqu'au bout. Fait que si je suis ton train de pensée, si je suis ta logique comme ça, une des bases du marketing qui va permettre la messagerie, mais aussi la mentalité, le mindset de l'entreprise découle directement de la vision puis de la communication interne. Moi, j'appelle ça le internal marketing. Absolument. Puis tantôt, je l'avais dit aussi, le X-Factor, il faut qu'il soit connecté avec un besoin de marché, là. Donc, autrement dit, il ne faut pas être une solution à la recherche d'un problème, là? Bien, ça se peut que la clientèle ultime ne sache pas qu'elle a un problème. OK. Ça se peut. Ça se peut, mais il faut quand même que notre X-Factor soit connecté. Il faut régler un réel problème. Il faut rendre quelque chose possible, facile, léger. Exact. Il faut que ça ait une utilité. C'est quoi les embauches clés que tu recommanderais à n'importe qui ou tu t'assurerais que toute entreprise ait pour pouvoir réussir au point de vue marketing, là?
B2B, aujourd'hui, demain, l'an prochain, puisqu'avant que ça soit des technologies, ça va être du monde. Je comprends que la tendance en ce moment, c'est de remplacer le monde par des technologies, mais ça prend quand même du monde pour les opérer, pour être en mode exécution. Ça serait quoi des embauches de si tu n'as pas telle personne, si tu n'as pas tel rôle, ça serait vraiment clutch d'avoir. Écoute, il n'y a pas de bonne réponse à ça parce que ça dépend vraiment du contexte puis de l'entreprise, son background, qui ce qu'elle a déjà dans son équipe, ainsi de suite. Donc souvent, je dis souvent, c'est une business, c'est une sauce à spaghetti, là, je veux dire. Maintenant, tu y goûtes, puis là, il manque un petit peu de basilic. Donc, il faut que tu sois capable d'y mettre les bons ingrédients. Chose certaine, ce qui ressort avec l'émergence des nouvelles technologies actuellement, c'est l'importance grandissante d'avoir des gens avec énormément d'expertise puis de seniorité. Puis je m'explique. Donc, les outils d'intelligence artificielle vont nous brasser des affaires, vont nous donner des outputs, ils vont nous fournir de l'information, mais il faut avoir un sens critique par rapport à cette information-là, parce que des fois, il y a des hallucinations. Des fois, ce que ça nous sort, ça ne fait pas de sens. OK? Il faut être capable de l'interpréter puis de le questionner pour y donner un alignement. OK? Mais comment est-ce que tu peux faire ça si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas de vécu? OK? Donc, pour toute organisation, gardez en tête que la matière grise, l'expérience, le métier a une importance très, très grande avec ça. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un frein puis une inertie puis qu'il y ait une résistance au changement. Il faut que nos gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, soient excités par les nouvelles technologies. Mais si vous êtes capable de trouver quelqu'un qui a une expérience métier, qui a du vécu, puis qui est ouvert aux nouvelles technologies, qui est prêt à essayer un paquet de bébelles, puis de faire des tests, puis des POC, puis des ci, puis des ça pour arriver à être plus performant, vous avez quelque chose d'assez particulier, puis sautez là-dessus. Donc, Puis, comment on fait pour équilibrer la sagesse que peut, ou la perspective que peut apporter l'expérience et l'ouverture qu'on retrouve souvent dans la nouveauté puis dans la jeunesse. Là. Le youth emmène une énergie. Absolument. Ça prend un mix des deux. Là-dessus, tu as raison, ça prend absolument un mix des deux. Tu peux pas avoir... parce que généralement, la jeunesse va être plus exposée aux nouveautés, va être plus au fait de l'émergence des nouvelles affaires, va être plus consciente de comment les choses sont consommées. Un grand sage m'avait déjà dit si tu veux savoir de quoi le marché est fait demain, regarde ce que tes enfants font au quotidien. Là. Donc, nécessairement, c'est ça. Donc, c'est une combinaison des deux, mais je l'ai vu récemment où certaines entreprises ont dit on va y aller juste avec des jeunes, ainsi de suite, mais il n'y avait pas cette matière grise-là qui était capable d'avoir un regard critique sur ce qui se faisait, puis qui était capable de poser un peu, là, ça fait pas de sens, de faire une distinction entre le bon et le moins bon. Donc c'est ça. Bien, on parle justement de faire choisir de bien staffer. Tu parles aussi d'être ouvert aux nouvelles technologies puis de ne pas être marié à ton stack technologique, là, dans le sens de le passé est fait, regarde, ça a fonctionné, on est peut-être rendu au bout. Le cycle s'accélère, je pense. On n'intègre pas un truc pour 12 ans aujourd'hui. Là. Non. Mais c'est quoi les indices que quelqu'un devrait tirer la plug sur une initiative ou sur un projet d'un point de vue, que ce soit technologique ou même d'une campagne, d'une approche? Tu sais, quand est-ce que tu fais shit? OK, on coupe ça, puis on passe à autre, on essaie autre chose, point de vue marketing, que ce soit ton stack ou que ce soit ton initiative. Là, c'est quoi des indicateurs de comme... Il n'y a malheureusement pas de bonne réponse par rapport à ça, parce qu'à un moment donné aussi, tu veux faire des essais, puis tu dois faire du fine-tuning pour arriver à rendre un outil performant. Chose certaine, puis là, je veux dire, c'est l'évidence même, c'est de faire des POC, là, donc de faire des micro-déploiements. Des POC, des preuves de concept. Preuves de concept, donc de faire des preuves de concept, donc de faire des petites initiatives, de regarder comment que ça performe. Puis ça, pour arriver à le faire, il faut maîtriser sa donnée. Là. Donc, ça, c'est un autre sujet. Là. Donc, mais donc, je pense que c'est un peu ça. Là. C'est d'y aller de façon incrémentale, puis c'est vraiment du cas par cas. Là, parce que dans certains cas, je te dirais non, ça vaut la peine de persister, puis de signer, puis d'insister. Puis dans d'autres cas, je te dirais non, ça vaut pas la peine de jeter ça à la poubelle. Là. Je suis pas capable de te ressortir des tangentes ou des traits qui sont bons pour avoir une formule secrète. Là. Puis, dans ce même contexte-là, si on est
s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de piste évidente, récurrente, one size fits all de quand est-ce qu'on tire la plug, dans ton expérience récente en parlant avec des entreprises, c'est quoi le low-hanging fruit que plusieurs gens semblent, qui ont quasiment tout en commun? C'est quoi la première affaire que toi, tu rentres puis tu dis, man, côté marketing, j'en suis fait ceci, partez là. C'est quoi le low-hanging fruit le plus commun? Ça dépend vraiment de la maturité organisationnelle. Malheureusement, il n'y a pas de one size fits all encore là au niveau du low-hanging fruit. Là. Dans certains cas, ça va être aussi simple que le positionnement puis la compréhension fine de son public cible. Dans d'autres cas, ça va être la maîtrise de la donnée où les gens vont carrément gérer leur business les yeux fermés. Donc, ils ne savent pas. Ils n'ont juste pas de compréhension. Puis il faut comprendre aussi dans le marketing d'aujourd'hui, il y a énormément de bruit au niveau de la donnée. Donc, quand tu vas regarder ce que Google Analytics va te donner, quand tu vas regarder ce que ton engin courriel va te donner comme performance d'attribution, quand tu vas regarder ce qui t'est fourni par ton site e-commerce si tu en as un, après ça, tu vas comparer ça avec des campagnes que tu mets sur Meta, des campagnes que tu mets sur LinkedIn. Tout le monde va avoir un modèle d'attribution qui est différent. Puis d'être capable de comprendre c'est quoi le réel coût d'acquisition d'un client, puis d'avoir une reconnaissance sur l'attribution réelle, c'est le bordel. C'est pas compliqué, puis les gens la majorité des organisations n'ont pas nécessairement une maîtrise de tout ça. Puis là, je rajoute une couche encore plus grande là-dedans, c'est quand on regarde un modèle d'attribution où il faut avoir une compréhension aussi que le funnel, il n'est pas unique. Là, c'est pas le dernier événement qui va avoir mené à une opportunité d'affaires où un vendeur va closer, qui doit aller chercher l'attribution complète. Il y a une notion de notoriété, de découverte, puis là, on descend tranquillement pas vite dans le funnel. Donc, si, par exemple, mon investissement dans un canal X ne m'amène pas de quoi de très précis, est-ce que ça veut dire que je l'abandonne? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans la partie plus haute dans mon funnel? Donc tout ça, là, cette complexité inhérente-là à la donnée, elle est très présente. Puis là, je parle juste de données funnel. Là je ne suis même pas au niveau CRM, tout ce qui est clientèle récurrente, abandon de clients, baisse de fréquence de consommation, ainsi de suite. Donc, cette notion-là de maîtrise de données, là, elle est quand même très, 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 très présente. Donc, dans le B2B, là, je veux dire, je fais une synthèse vraiment super simple. Je veux dire, un client, souvent, va avoir une fréquence d'achat. OK? Et puis, il va avoir un lifetime value. Là. Et puis, donc, d'être capable de comprendre cette donnée-là, de dire, OK, bien là, est-ce que mon client est en train de baisser ses fréquences d'achat? Est-ce qu'il est passé d'un client qui était stable à un client qui est en train de s'effriter? Après ça, il faut reconnaître, est-ce que j'ai des clients qui ont le potentiel de devenir des plus grands consommateurs? Donc, puis qu'est-ce que je pose comme action par rapport à tout ça dans toute l'expérience auprès de ma clientèle pour être capable d'augmenter ce qu'on appelle le share of wallet, là, donc la portion du portefeuille. Donc, tout ça, ça part de données, ça part de signaux, ça part de stratégies qu'on va mettre en place pour être capable d'aller chercher le maximum à partir de nos clients établis. Fait que tu as le volet purement marketing, publicité, développement des affaires. Puis après ça, tu as le volet clientèle existante, maximisation du share of wallet puis de la valeur de nos clients existants. En dessous de ça vient un layer de données qui est présent puis qui souvent est comme pêle-mêle, micmac et pas compris et saisi par les entreprises. Les entreprises qui se distinguent réellement vont avoir une vraie bonne connaissance de ces informations-là, vont avoir des indicateurs précis puis vont prendre des décisions puis des actions sur ces indicateurs-là. Les entreprises extrêmement performantes sont rendues là. Donc, ça sous-entend que tu as un setup qui te permet de reconnaître et d'identifier et puis d'accéder à cette information-là. Absolument, absolument. Donc, ça prend... Tu as différentes façons de le faire. Donc, tu peux avoir un layer type Data Lake avec un outil de dashboard, là, que ce soit Looker, Power BI, ainsi de suite.
Tu as d'autres outils qui existent aussi dépendamment là, du type de business que tu as, qui peuvent être soit plus spécialisés dans une sphère ou dans un autre. Mais généralement, là, oui, ça prend un layer d'interprétation de données, de traitement de données, d'interprétation de données qui va être capable d'aller chercher de l'information des différentes sources puis de la parser pour être capable de l'interpréter. C'est drôle parce que tu parles d'attribution. L'attribution étant le « ceci a causé cela » ou « a influencé cela ». C'est pas nouveau. Hein. Il y a 20 ans, McGill, en relations publiques, la discussion, c'était comment on fait pour s'assurer que le monde sache que c'est les relations publiques qui ont généré ça. Moi, je suis arrivé avec mon background de vente là-dedans. Je suis comme, parenthèse, mais comment on le sait tout court? Genre, moi, si je close un deal, c'est pas vous autres, c'est moi. Ouais. Puis, mais il n'y a pas de bonne réponse. Hein? Tu sais qu'il y a plusieurs façons d'attribuer. Donc puis tu sais, j'en parlais rapidement tantôt. Là, encore là, il faut faire attention parce que c'est dangereux de couper des investissements sur certains canaux qui vont nourrir la partie supérieure de ton funnel. Donc, il faut avoir cette compréhension-là. Puis, tu as des modèles d'attribution en modèle U, des modèles d'attribution linéaire. Tu as toutes sortes de modèles d'attribution potentiels. Puis, je pense que la vérité se situe dans l'interprétation de différents modèles pour se faire une tête intelligente par rapport à tout ça. En bout de ligne, il s'agit de fine-tuner puis de maximiser son investissement plutôt que de tirer des conclusions hâtives sur une seule façon d'interpréter la donnée. Si je résume ça à je pars avec quoi ou avec quel mindset, c'est que ça me prend idéalement un dashboard ou une vision d'un dashboard, puis au lieu de prendre, c'est comme une montre Garmin, au lieu de prendre tout ce qui est de là, c'est de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Ouais. Fait que disons que je pars mon dashboard. On en designer un live pour n'importe qui. On dit juste de base, là, tu sais. Ben, probablement en B2B, là, je vais dire un chiffre approximatif, là, mais 80 à 90 % de ta clientèle, de ton revenu vient de ta clientèle existante. OK? Donc, pour moi, d'avoir un dashboard qui va me donner l'information sur comment ma clientèle existante performe, puis est-ce qu'il y a des tendances à la baisse, des alertes, des choses comme ça va être pour moi capital. Parce que tu veux d'abord et avant tout capitaliser sur l'actif de ta business, puis l'actif de ta business, c'est ta clientèle. Okay? Donc ça, c'est pour moi... La clientèle génère à peu près 100% des revenus en général. Exactement. Après ça, d'un point de vue BizDev à proprement dit, ce que les gens vont avoir tendance à faire, c'est qu'ils vont avoir tendance à regarder le nombre de quotes qui vont avoir sorti, ils vont avoir la valeur de ces quotes-là, le propensity to close. Après ça, avec les dates de closing, ça va donner quoi comme volume d'affaires potentiel? À moi, ça, j'ajouterais, encore là, pour revenir à mon histoire de funnel tantôt, la partie haute du funnel. Donc, combien de nouveaux contacts qu'on va avoir été chercher, le nombre d'interactions qu'on a avec ces nouveaux contacts-là. Donc, on veut s'assurer d'avoir un suivi précis de l'intensité de nos actions en développement des affaires qui vont nourrir éventuellement la partie plus basse du funnel. Donc, faut jamais oublier de mettre cette composante-là parce que en tant que comité de direction, c'est encore là, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est quelque chose que je disais souvent, quand on le constate, il est trop tard. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir des indicateurs avancés de ce qu'on va constater plus tard pour être capable de prendre des actions en amont avant que les choses se matérialisent. Donc, c'est pour ça que le nombre de soumissions qui sortent aujourd'hui, c'est important parce que ça va me dire ce que je vais générer comme vente demain. Mais c'est encore plus important de mettre en place des mesures qui vont me dire combien de soumissions je vais être capable de sortir tout à l'heure. Donc, il faut le garder en tête. Ce serait quoi des exemples précis d'une donnée qui pourrait te donner ça, juste combien de soumissions on a en cours? Parce que comme tu dis, l'autre, c'est le pipeline, c'est le bon vieux. J'envoie 10 soumissions par mois, j'en close une. La moyenne, c'est 1 million de dollars. Donc, j'ai 12 millions dans le pipeline par année, grosso modo, puis ainsi de suite. Je veux dire, c'est aussi simple que ça? Ben là, encore là, tu parles des indicateurs plus de vente classique. Donc, le pipeline, le taux de closing, ainsi de suite. Moi, je te parle de plus qui est les actions de business development, donc de sollicitation. Ça peut être de dire, j'ai une force de gens là, qui vont solliciter des gens, par exemple, qui vont écrire des emails sur LinkedIn, qui vont faire des publications. Donc, comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir une vélocité
à ce niveau-là qui va m'assurer un funnel qui va suivre par la suite. OK? Donc, ça peut être de dire, OK, le nombre d'événements que je tiens, le nombre de participants que j'ai à ces événements-là, le nombre de publications courriels que je vais envoyer, le taux de réponse. Donc, c'est par contre, là, c'est très spécifique à chacune des business, aux actions qui sont faites. Visibilité, interaction, carrément le nombre de gens exposés à la marque. On cherche des proxys, OK. Puis on veut suivre ces proxys-là parce qu'eux autres vont faire en sorte qu'on va découler par la suite des nouvelles opportunités. Parce qu'il ne faut jamais oublier aussi, il faut séparer notre funnel de vente en B2B entre ce qui est clientèle existante et ce qui est nouvelle clientèle. Ouais. Parce que ça ne donne pas les mêmes indicateurs. Là. Donc, encore là, au niveau du CRM, là, on peut définir différents funnels. Là. Donc, un funnel plus de business development, un funnel de nouvelle clientèle, un funnel de clientèle existante. Puis de ça peut ressortir différentes métriques qu'on va suivre pour être capable de peaufiner. Puis après ça, ça, c'est sûr que les gens là, qui sont dans le B2B vont savoir de quoi je parle. Là. C'est extrêmement difficile de discipliner nos gens à garder une information de qualité au niveau CRM. Fait que là, il faut amener cette assiduité-là. Puis il n'y a pas d'autre façon que d'avoir un responsable un directeur des ventes, un vice-président, peu importe, là, qui s'assure de faire des meetings récurrents puis de garder cette information-là à jour de façon continue. Parce qu'un vendeur, à la base, il s'en fout pas mal de son CRM, il veut juste vendre. Ils sont réputés pour pas être super fiables sur leur compte de dépenses. Ouais. Fait que là, il faut les... Exactement. Ça fait qu'il faut les discipliner par rapport à ça, malheureusement. Il faut leur donner des outils qui sont faciles à utiliser pour pas qu'ils passent leur temps à saisir de l'information, mais en même temps, il faut les amener à garder l'information la plus clean possible, la plus propre possible. Ceci dit, je pense qu'une des qualités sous-estimées de la plupart des outils, c'est la saisie de données automatique. Exact. Si tu peux avoir un outil qui fait la job à ta place, au lieu de combien tu as fait de X ou combien on a vu de ta affaire, fait que si tu as du reporting automatique, moi, je voulais juste ramasse le data tout seul, je ne veux pas le loguer moi-même. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que encore là tu as des outils CRM qui vont offrir ça de facto, là, où si tu réussis à faire en sorte que tes vendeurs comprennent qu'en travaillant dans le CRM directement, ils vont sauver énormément de temps. Donc ça veut dire des templates, ça veut dire l'outil d'intelligence artificielle pour rédiger que toute la documentation vient après, ça peut même te fournir des insights par rapport aux démarches commerciales que tu as. Là, on est rendu là. Ouais. Donc, une fois que les vendeurs comprennent que ça peut être les aider, ça peut faire un long way. Puis ça, d'ailleurs, en passant, pour ce qui est de... Ça, c'est un conseil que j'ai quand même assez souvent donné. Là, si tu veux que ta force de vente adopte de quoi, là, va chercher ton top gun, là, celui que tout le monde en regarde et qui dit « Ah, c'est que j'aimerais ça être performant comme ce vendeur-là. » Puis assure-toi que lui adhère à ta patente. Le jour où lui, il va travailler avec les outils que tu lui donnes, puis que les autres vont le voir, là, tout d'un coup, ils vont tous vouloir faire pareil. Donc généralement, tes top performers, inclus-les dans ta réflexion, inclus-les dans la sélection de tes outils, dans la mise en place des différents outils, assure-toi qu'ils soient des first adopters. Puis si tu arrives à faire ça, ça va tracer le chemin et ça va être vraiment facile. Des fois, ça peut être difficile parce que ça peut être des divas, là, mais si tu réussis à les mettre de ton côté, là, ça peut être sacrément facile en termes de gestion de changement par la suite. Là. On est rendu précisément dans la vente, ça, puis on est parti avec, dans notre focus à haut niveau, qui est le marketing B2B. Fait que le lien se fait quand même naturellement. C'est des vases communicantes. Là. Pour moi, ça de un à l'autre. C'est-à-dire que ça ne peut pas être deux choses distinctes qui se rencontrent une fois par mois? Non. Ben, ça peut l'être, là, mais ça, c'est une erreur, là, dans le sens que pour moi, les deux doivent se nourrir. Là. Les deux doivent se nourrir, puis ça doit être fait de façon incrémentale, de façon quotidienne quasiment. Là. Donc, il y a énormément de valeur à faire travailler les ventes et le marketing ensemble. Puis les ventes peuvent dire au marketing, donne-moi des leads, mais qu'est-ce que les vendeurs peuvent, ou qu'est-ce que les ventes peuvent donner au marketing pour aider à un cercle vertueux? Là? Ouais. Là, tu mets le doigt sur quelque chose. Il y a des dynamiques, des fois, qui existent en entreprise où les vendeurs, l'équipe de vente est souvent la grosse tête, entre guillemets. C'est des gens qui font généralement plus d'argent que les autres, ainsi de suite. Ouais. C'est les marqueurs de but.
Puis souvent, c'est, tu sais, moi, je les appelle c'est comme mes petits poussins, là, ils sont dans un nid, là, puis ils attendent de se faire nourrir par maman oiseau, là. Donc, il faut absolument casser ça, là. Il faut absolument casser ça, puis avoir une dynamique positive puis constructive entre les ventes et le marketing. Que ce soit pas donne-moi, tu sais, pas donnant, là, que ce soit plus, on travaille en équipe et puis on a un projet ensemble. Donc, là, comment tu arrives à le faire, là, c'est vraiment dans les aptitudes de leadership puis être capable de faire travailler tout ce monde-là ensemble. Là, mais il faut faire attention à cette dynamique-là. Ça peut paralyser ta business. Ouais, fair point. Mettons que je suis dans un contexte justement B2B, puis sans être trop institutionnel, moi, je dis, je n'ai pas besoin de marketing. Moi, je fais juste répondre à des appels d'offres. Mm-hmm. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que je suis à l'abri du besoin du marketing? Si c'est ma réalité, si je fais juste répondre à des appels d'offres? Toujours. Ben, je veux dire, à la base, n'importe quelle entreprise qui arrête d'évoluer est une entreprise qui voit mourir, là. Moi, je te dirais... répondre à un appel d'offres, c'est une chose. De rédiger l'appel d'offres, c'est un autre, là. Donc, si tu es capable, à travers ton jeu d'influence, puis avec un positionnement de marché tellement fort que tu en viens à influencer comment les appels d'offres sont rédigés, tu arrives à avoir une position de marché beaucoup, beaucoup plus forte. Puis ça passe par le marketing, puis par l'aspect conseil, là. Donc, puis bien entendu, je ne dis pas dans une perspective là, de non légale de collusion, là. De collusion, non. Non, c'est ça, on a couvert ça dans un épisode précédent. Je voulais juste te ramener à l'ordre. mais tu comprends non, ce mais que je veux dire. d'influencer dans le sens qu'une fois que tu sais que, par exemple, que ChatGPT existe, ça se peut que tu demandes mieux à ton moteur de recherche. Ça se peut que dans ton stack technologique, tu dises... Bon, ben, on a besoin de ça. Fait que toi, dans le fond, c'est vraiment de positionner. Mais de toute façon, dans toute franchise, là, sans quoi je regarde dans mon passé pas si lointain que ça, à un moment donné, je m'étais même posé la question, on arrête-tu de répondre à des appels d'offres? Puis on arrêtait de répondre à des appels d'offres parce qu'à un moment donné, le taux de succès sur un appel d'offres est tellement faible, dans le général, parce qu'ils vont soit ouverts ou soit déjà limités. Est-ce que tu vas aller chercher beaucoup plus d'efficacité au niveau de tes démarches commerciales si tu es capable d'éviter d'aller en appel d'offres, tu es capable de bâtir des relations avec des entreprises privées pour offrir un produit ou service en amont. Donc, puis ça, pour arriver à le faire, c'est nécessairement tes activités de marketing, de publicité, puis de l'intégration avec ta force de vente qui va permettre de le faire, là. Ouais, make sense. C'est quoi un mauvais conseil que tu entends souvent dans ton milieu? Parce que là, tu parles de plus en plus à des entreprises qui, eux, parlent aussi à des gens dans ton rôle de conseiller, tu sais, oui, gouvernance, en stratégie, croissance, j'imagine, de ce côté-là. Mais c'est quoi un mauvais conseil que tu entends souvent? Bon, j'ai rien qui me vient en tête, là. Fait qu'il n'y a pas de monde qui disent hey, j'ai entendu qu'il faudrait qu'on telle affaire et puis... Ce qui me vient de plus en tête, c'est l'habilité d'exécuter puis d'avoir une vision claire sur ce qu'on doit accomplir pour devenir une entreprise performante, là. Puis ça, c'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai entendu dire que », mais je te dirais, c'est surprenant à quel point souvent les entreprises comprennent pas nécessairement bien les enjeux, puis n'arrivent pas à exécuter pour avancer, perdre de vue le temps. À l'époque, nous autres, on avait mis en place un comité aviseur notamment, puis outre les conseils qu'on obtenait de ces aviseurs-là, le plus grand gain que moi j'ai vu à mettre ça en place, c'était que ça nous reconnectait avec le temps. Ça nous amenait... Dans le sens que quand tu es entrepreneur et que tu gères ta business, tu as tendance à dire, ben dans 2 ans, là, je vais être rendu là. OK? Puis 1 an plus tard, tu es encore en train de dire, dans 2 ans, je vais être rendu là. Notre plan de 2 ans. Exact. Tandis que quand tu as un comité aviseur puis tu as une discipline qui vient avec cet élément-là, ben là, le comité aviseur 1, que tu as fait des constats, que tu dis, dans le prochain quart, on va exécuter telle affaire. Puis voici où on doit être pour être là dans 2 ans. Ben, au bout du quart numéro 1, quand tu te rassois, tu dis voici ce qu'on a exécuté. Maintenant, voici ce qu'on doit être là pour être là dans 1 an et 3 quarts. Okay. Right? Donc tu accélères ton pace parce que tu reconnectes avec une discipline d'exécution dans le temps. OK? Donc,
encore là, c'est quelque chose que je constate dans les différentes interactions ou dans les différentes business que je vois où on sait où on veut aller, mais on n'a pas nécessairement une discipline d'exécution temporelle qui fait en sorte qu'on augmente le pace. OK. Puis l'exécution temporelle, elle peut venir par, comme j'ai dit tantôt, une discipline de conseil d'administration de comité aviseur, oui. Mais après ça, elle peut venir par une notion d'alignement de l'ensemble des membres de ton équipe, de mise en place d'outils de mesures de performance précises, puis une stratégie d'alignement. Donc, comment l'ensemble des joueurs dans l'équipe peuvent contribuer pour arriver à atteindre l'objectif qu'on va s'être fixé dans le temps. Donc, tu sais, nous autres, on avait des objectifs, des quarterly objectives, là, tu te rappelles? Trimestriel, oui. Trimestriel, on avait une célébration quand on atteignait nos objectifs. Après ça, le quart d'après, on revenait. Mais ça, c'était relié en arrière-plan avec les comités aviseurs. Une date d'expiration, un peu finalement, une date de livraison. Exactement. Puis, fait que cette notion-là là, de fil temporel puis de capacité à exécuter pour rencontrer ces objectifs d'affaires, donc augmenter le pace, là, c'est un des enjeux que je constate. Puis encore là, les entreprises qui réussissent à le faire, c'est les autres qui génèrent de l'hypercroissance. Ces entreprises-là, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Là. Nice. Ça n'arrive pas par magie de l'hypercroissance. Ça vient par l'ensemble des éléments décortiqués que je t'ai dit tantôt. Une vision claire, un X-factor, des environnements de suivi, un alignement de l'organisationnel, une gestion temporelle des actions très, très précises, une maîtrise de la donnée, puis une exécution sans reproche. Je veux dire, tu mets tout ça en ligne, tu as une entreprise qui génère de l'hypercroissance. Un petit peu sur un autre tangente, là, plus côté Charles Desjardins, moins côté marketing B2B. Là. Mm-hmm. Mais c'est quoi ton achat normal avec le plus haut ROI, genre, dans la dernière année ou deux, là? Mon achat normal? Oui, quelque chose genre de... Personnellement? Personnellement, là. Je te dirais que c'est pas... mon plus gros ROI n'est pas dans des achats normaux, elle a été plutôt dans la révision d'affaires que je consommais déjà, où je suis allé chercher des escomptes importantes. Donc, ce que je constate actuellement, c'est qu'il y a de l'inflation dans beaucoup d'affaires, mais il y a aussi de la déflation dans plusieurs domaines. Puis, prendre le temps de renégocier ces ententes, généralement, va te permettre d'avoir un ROI pas mal plus important que n'importe quoi. Donc, comme mon cellulaire, comme mes assurance, telco, name it. Là. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais sinon, en termes d'outils de travail... de travail ou juste de n'importe... Tu sais, quelqu'un m'a dit... un de nos invités avait dit son hamac. Ouais, non, mais dans son cas, lui, était comme lui, ça lui donnait un reset. Là, c'est, ouais. Je suis pas ésotérique comme ça, tu le sais. Là. Je m'attendais pas à un hamac. Non, je pas vraiment rien qui m'amène à un ROI particulier. Là. C'est sûr, dans mes outils de travail au quotidien, dans ma pratique, là, moi-même, je me suis implémenté là, mon CRM, ça me fait sauver du temps. Bien entendu, j'utilise un modèle LLM où je suis capable de ramener l'information, puis être capable d'interpréter les ensembles des informations, questionner, challenger, puis extraire un paquet d'affaires. Là, ça l'aide dans la pensée, puis dans l'évolution, puis d'accélérer également des livrables. Là, je veux dire, facilement, là, certaines tâches que je fais aujourd'hui avec les outils qui sont en place vont me prendre 20 à 25 % du temps que ça m'aurait pris autrement. Là. Donc, c'est quand même assez majeur. Là. Donc, ça, le ROI, là, il est assez important, mais dans le fond, ça se reflète plus pour les gens qui je travaille, qui bénéficient essentiellement de plus d'output, plus de throughput avec moins de temps. Fait que toi, tu profites-tu de ce gain-là pour revenir plus rapidement aux gens ou pour avoir plus de temps? Comment je pourrais dire? Est-ce que le temps le gain en temps, tu le donnes à tes clients inclus dans tes prix ou est-ce que toi, tu le gardes dans le sens de ça me donne plus de temps pour aller... Non. Quand je vais dire à un client, ça va me prendre tant de temps, ben, je vais. Puis, tu sais, ça me permet de. Ce que ça va me permettre de faire, mettons, là, je travaille avec un client où je dis, OK, là, il faut revoir complètement ton go-to-market motion. OK? Et probablement, il n'y en a pas, mettons. Il n'y a pas de go-to-market motion. Là, il faut exécuter. Puis là, pour être capable de faire avancer ça, ben là, je dis, OK, ça prend telle action. Là, je le définis à très, très haut niveau. Mais c'est une chose de dire, ça prend telle action. Puis, sais-tu quoi? Je vais faire un premier jet. Je vais te livrer telle affaire en first draft. OK? Juste pour qu'on puisse pour starter la machine. Puis partir la machine. Puis donner le ton. C'est huge, là. Tu sais, souvent, c'est commencer, c'est... Exactement. Fait que, tu
Tu sais, avec un client, par exemple, je dis, OK, là, il faut compartimenter puis attaquer avec des industries particulières, comme on m'a dit tantôt. Après ça, tu sais, une façon de le faire, c'est de définir, d'avoir un landing page sur ton site qui va être spécifique à ça, d'avoir un white paper, de découper en articles. Après ça, de publier ces éléments-là, de mettre de la pub sur LinkedIn. Donc, toute cette dimension-là intégrée là. Fait que j'ai été capable, en l'espace d'1 heure, de produire un white paper. OK? Sérieusement, le contenu, là, il est spick and span, là, OK? Dans le sens que on n'est pas loin de la vérité. Puis ça l'aurait pris, à une certaine époque, à un certain Bernard, probablement un 40 à 60 heures de travail pour être capable de produire quelque chose d'aussi pertinent là, par rapport au comment l'industrie est en train de se transformer, en quoi est-ce que la proposition de valeur de l'entreprise répond à ce besoin-là, des études de cas. Une fois que tu es dans ton modèle LLM, tu as rentré tes études de cas, tu as rentré la proposition de valeur, tu as rentré ton sales play, tu as rentré ci, tu as rentré ça, puis tu lui donnes un brief par rapport à l'industrie, il est capable de te produire de quoi de vraiment quand même assez bon. Là. Fait que très peu de temps. Puis là, je ne dis pas que ça va être ça le produit fini, là, loin de là. Mais ça permet à tout le monde de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par là, puis comment que ça peut être décliné, de le visualiser. Ouais. Après ça, tu peux prendre ça, tu dis comment est-ce que je peux faire un landing page avec ce contenu-là. Fait que tu es capable, avec très, très peu de temps, de matérialiser ou d'aller plus deep dans des action items qui autrement auraient pris énormément de temps à faire ou que j'aurais juste pas eu le loisir de le faire parce que ça aurait été trop coûteux et ça n'aurait pas fait de sens. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est extrêmement aidant. Puis ça permet d'augmenter la vélocité, comme j'expliquais tantôt, puis d'augmenter le rythme d'exécution. Fait que dans ce sens-là, c'est ça, le gain temporel, l'accélération fait partie de la valeur que tu fournis et non d'une chose que tu te gardes. Parce que souvent, la technologie, on va avoir plus de temps de ci puis de ça, mais en général, c'est le contraire, c'est que ça devient une accélération. T'sais. Non, c'est une accélération. Puis, tu sais, moi, je suis plus dans un. Tu me connais, là, je suis un gars high pace, là. Donc, je veux que les choses avancent, aillent vite, puis qu'on puisse de progresser. Parce que je considère vraiment que les entreprises qui gagnent, c'est celles qui sont capables d'exécuter rapidement. Je niaise pas, puis je livre, puis on avance. Là. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'amener cette philosophie-là, puis ce niveau de pacing-là avec les gens qui je travaille. Là. J'aime ça. Charles, quelque chose qui devrait être enseigné à l'école, mais qui ne l'est pas. Ben, à l'école, je pense qu'ils sont vraiment bons. Même, je me rappelle, même les études que moi j'ai faites, que ce soit au baccalauréat ou en maîtrise, ça demeure c'est extrêmement théorique. Tu apprends la pensée critique, tu apprends des théories, tu apprends des méthodes, des façons de faire, et ainsi de suite. Puis, tu apprends pas sur les bancs d'école, mais dans les événements parallèles, la partie humaine, la partie socialisation. Puis, pour qu'une entreprise réussisse à performer, ça prend des habiletés humaines de compassion. Ça prend des habiletés humaines de lecture de l'individu. Ça prend des aptitudes humaines d'adaptation. Ça prend toutes sortes de choses de cette nature-là. Ça prend des aptitudes d'écoute. Ça prend toutes sortes d'aptitudes, puis ça, on ne l'enseigne pas à l'école. On l'apprend. Tu sais, souvent, ils disent les voyages forment la jeunesse. Ben, guess what? Qu'est-ce que tu apprends quand tu voyages? Tu apprends l'adaptabilité, tu apprends l'écoute, tu apprends la flexibilité, tu apprends un paquet d'affaires. Là, mais tu l'apprends de cette façon-là. Donc, c'est sûr que ça, l'école ne te l'enseigne pas. Mais pour moi, c'est 70% de l'équation du succès. Là. Quand même. Oui. Quand même. Est-ce que ça pourrait se faire avant même avant les études adultes que j'appelle, c'est-à-dire université et tout ça? Est-ce qu'on pourrait faire ça, tu sais? Aller plus jeune. Je ne sais pas comment ça... Sérieusement, je ne sais pas comment que ça pourrait être fait. Je pense qu'il y aurait façon d'enseigner des concepts de leadership, des concepts de relations humaines. Je pense que ça pourrait s'enseigner, puis ça pourrait même se vivre en pratique. Je pense. Donc, ça pourrait se faire. On a d'ami Eric, là, avec son institut de leadership en gestion. J'ai jamais participé à une séance ou à un cursus de ça, mais je suis pas mal certain que ce qu'ils font, c'est qu'ils enseignent aux gens des éléments non écrits qui doivent en grande partie toucher à des attributs de personnalité, de communication, puis de leadership au sens large. Là. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un exemple d'initiative en ce sens-là.
Non, c'est un bon point. Puis c'est radicalement différent des autres réponses que j'ai entendues jusqu'à là. Fait que j'aime ça. J'aime ça. Dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet ou un concept important sur lequel tu as changé ton fusil d'épaule dans les dernières années? Écoute, je change tellement souvent mon fusil d'épaule que je ne saurais pas te dire, donner d'exemples en particulier. Là. C'est quelque chose que tu croyais il y a 4 ans, qu'aujourd'hui, tu es comme, ah, you know what? À la lumière de ce que je sais maintenant ou de ce que j'ai vécu, aujourd'hui, je crois que ou je pense que telle affaire. Ah, peut-être qu'il y a un des éléments là, que j'ai. Tu me connais, là, j'ai toujours été cheap de nature. Là. Donc, j'ai souvent, par le passé, squeezer les ressources, puis essayer de constamment garder un contrôle sur les dépenses de façon peut-être un petit peu exagérée. Donc, tu sais, je pense que c'est correct là, parce qu'il y a tellement d'entreprises qui n'ont pas de contrôle sur leurs coûts, puis ça les tire vers le bas. Là. Mais savoir reconnaître à un moment donné que de payer pour avoir une qualité supplémentaire, que ce soit au niveau des individus, que ce soit au niveau de certaines dépenses particulières organisationnelles, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est quelque chose de peut-être que j'aurais changé de fusil d'épaule. Mais ça, je pense que ça vient avec l'expérience. Est-ce que c'est juste 4 ans? C'est peut-être plus 10 ans là, que juste 4 ans. C'est vague. Ouais. Mais je le préciserai pour quiconque qui écoute parce que il y a des gens qui le sont au niveau des ressources humaines. Toi, tu as toujours été très économe par rapport à toi-même ou dire « Ah, on peut faire ça. » Tu sais, je me souviens faut nuancer le volet cheap sur un truc dans un sens que d'une générosité énorme en parallèle. Moi, je le vois même. Je le nuancerais juste pour s'assurer que les gens comprennent. En fait, ça retombe sur un élément philosophique, à savoir que moi, j'ai toujours pensé que pour avoir une entreprise performante, ça venait d'abord et avant tout par la générosité des gens donc, qui étaient dévoués à la cause. Puis, essentiellement, qui était aussi très créatif pour arriver à réaliser des choses avec moins de moyens. OK? Puis, si tu mets ça ensemble, ben là, tu as une formule qui est vraiment particulière. Puis, pour arriver à le faire, il faut que toi, tu montres l'exemple. OK? Puis moi, j'étais chanceux parce que mes 2 associés à l'époque d'Absolunet, Martin et Daniel, étaient également dans la même philosophie que moi. C'était pas des dépensiers, c'était des gens qui faisaient ça pour des bonnes raisons, des gars de famille, des gars qui étaient plus intéressés par réaliser un projet avec une gang puis qu'on a du fun à le faire qu'à montrer qu'il y avait de l'argent. T'sais. Donc, tu sais, combien de fois je suis allé dans des événements puis que sur la strip à Vegas, j'allais, c'était la grosse joke là, au Treasure Island ou au Luxor parce que c'était la suite à 67 et 99, alors que les autres PDG de compagnie, ils étaient dans les hôtels à 400-500$ la nuit. Là. Moi, il n'y a aucune question que j'aille faire ça parce que, puis en même temps, je montrais l'exemple. Puis, j'ai jamais voyagé en première classe. J'ai toujours été en arrière. J'ai toujours fait attention aux dépenses. Quand j'allais dans un restaurant, j'ai jamais donné la carte de vin à un client. J'ai toujours pris la carte de vin moi-même faire le choix. J'ai toujours fait des choix de restaurant en fonction de ce que je savais qu'elle allait être raisonnable en termes de coût. Puis, je l'ai fait across the board, mais donc, on va appeler ça frugal. J'étais frugal, mais en même temps, je le faisais across the board. Je ne demandais pas aux gens de l'être sans moi-même l'être. Donc, ça donnait le ton, puis ça laissait présager aux gens qu'il y a une façon de faire les choses bien, avec classe, mais sans dépenser dans des affaires inutiles. Donc, voilà. J'aime ça. Pour rapper ça, on te trouve où? Quelqu'un qui se dit « J'aimerais ça en savoir plus sur tout ça. » Où est-ce qu'on trouve Charles Desjardins? Où est-ce qu'on peut te lire, te voir, te vous pouvez me voir, bien entendu, j'ai un site internet qui s'appelle desjardinconsultant avec un s.com. Autrement, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Si vous me rejoignez sur LinkedIn, faites juste faire référence à ce petit vidéo-là ou à la vidéo que vous avez vue pour que j'accepte la relation parce que si je ne connais pas, généralement, je refuse. Bon, donc... Donc, notre code rabais, c'est Charles Desjardins sur LinkedIn. Exact. Avec le code Simplifique pour avoir 10% de rabais au checkout. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens. Si tu ne veux pas perdre le fil de ton feed LinkedIn, assure-toi d'avoir juste des gens que tu connais dans ton réseau. Donc, c'est ça. Tellement merci d'avoir fait ça, Charles. Ça me fait plaisir. Merci, Bernard.